Salut Marie, ça va? Ça va très bien et toi? Mais ma foi, ça va. On est sur le 13e épisode du podcast Les Trajets, au moment du tournage de la grêle s'abat sur la fenêtre qui est juste au-dessus du microphone. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci de son, c'est que la tempête s'abat sur Le Mans et ses alentours. Marie, je suis très content de t'avoir pour ce 13e épisode, puisque pour le coup, tu es la première des invités, le premier invité, à m'avoir contacté dans un premier temps via les réseaux sociaux pour parler de ton activité, de ton parcours. Donc en ça, c'est intéressant pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement et brièvement de ce que tu fais avant qu'on le développe par la suite? Aujourd'hui, je suis consultante en rangement et en organisation. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? C'est accompagner les particuliers et les professionnels à alléger et à organiser leurs espaces et leur quotidien perso ou professionnel. D'accord, ok, ça marche. Donc tu peux aider des particuliers comme des professionnels sur différents domaines de rangement en fait. C'est pas que le rangement, c'est vraiment l'organisation, Oui, avec l'organisation des espaces et l'organisation du quotidien, la gestion du temps, des outils, enfin c'est plus large. D'accord. Je me suis renseigné du coup dans un premier temps avant de faire la trame qu'on a travaillé ensemble. Je me suis renseigné et là pour le coup il y a une présentation sur ton site internet, donc Wonder Organizer, qui est assez complète. Donc j'ai pas eu forcément à chercher plus loin pour avoir mes questions, parce que il est notamment question de l'enfance dans ta présentation écrite. Et moi ça tombe souvent avec la première question que je pose à chacun des invités, c'est comment tu étais toi enfant? Est-ce que tu as toujours été organisé? J'ai toujours été organisée. Est-ce que j'allégeais à l'époque? Non, à l'époque j'étais plutôt à garder, sentimentalement notamment. Mais par contre organisée et rangée, oui, depuis toujours. Depuis toujours, tu as toujours eu ce tempérament-là au niveau de l'organisation du rangement. Ouais, c'est pas quelque chose que je me suis découvert avec les années. Après, c'est quelque chose que j'ai développé de manière très importante au niveau des années, mais il y avait de l'inné. D'accord. Et toi, quand tu étais plus jeune, tu avais cette particularité-là. Est-ce que, comme chaque enfant, toi, tu avais des rêves, des métiers un peu comme ça que tu voulais faire, auxquels tu pensais quand tu étais plus jeune? Mon rêve, quand j'étais plus jeune, que je disais à mes grands-parents, c'était mon futur métier, ce serait de me marier avec un Espagnol. Ah ouais? Et c'est fait. C'est vrai? Ouais. En fait, et après coup, quand voilà, la famille me disait, tu sais, quand tu étais petite, tu n'avais pas de métier forcément, tu voulais te marier avec un Espagnol. Et je m'appelle Marie Vegas, mariée à un Madrilène. Ah ouais, d'accord. Donc un rêve d'enfant qui est devenu réalité. Oui, on était on était souvent en Espagne du fait de la famille, donc il y avait déjà un attachement très important à l'Espagne et qui n'a fait que du coup se confirmer par les rencontres de la vie. Par la rencontre de la vie. Et toi, donc, là, on va petit à petit rentrer dans la phase des études et de ton parcours professionnel qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. À partir donc l'enfance passée, tu arrives dans l'adolescence, tu suis quel cursus? Je suis quel cursus? Mes études, j'ai suivi une école de commerce à Angers, l'ESCA. D'accord, très bien. Et pendant ces études-là, alors à l'époque, j'avais pas changé d'avis sur le mari espagnol, mais j'avais aiguisé un petit peu mon parcours professionnel. Et moi, le parcours professionnel, il se ferait dans le tourisme, et il se ferait avec une dominante langues étrangères et voyages importante. D'accord. Et ça, c'était l'objectif en commençant mes études, et ça a été le cas en les terminant. Ça a été le cas en les terminant. Donc là, tu étais sur Angers, tes études elles évoluent, et donc là, tu obtiens quoi? T'obtiens ton diplôme dans cette école de commerce? C'est le diplôme d'école de commerce d'ESCA, un master 2 du coup. D'accord, master 2. Et une fois que tu as fini tes études, comment tu arrives petit à petit à l'activité qui est la tienne aujourd'hui? Long chemin. Pendant mes études, les études à l'ESCA, tu combines sur les 2 dernières années des semestres académiques et des semestres de stage. D'accord. Et moi, sur les 2 dernières années, eh bien, je suis partie 6 mois à Madrid faire des études, 6 mois en Bolivie travailler dans un hôtel,
Ah ouais. Je suis revenue 6 mois en cours pour la 5e année, le premier semestre, et je suis partie travailler chez un tour opérateur à Paris pour le 2e semestre. Mes 2 dernières années ont été découpées en plusieurs périodes, dont une année entière à l'étranger. Et là, tu as eu, j'imagine, un impact fort du voyage sur ta personnalité aussi et sur tes compétences. Tu y es allé vraiment à la base pour te former? C'était une nécessité? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de voyager? J'y allais. Alors, la passion des langues étrangères, elle date de, justement, je pense, de ces jours, depuis la petite enfance, de toute manière, en Espagne. J'ai eu la bougeotte très vite. J'ai des parents qui, j'avais envie de voyager à l'étranger, et dès que je rencontrais, tiens, un ami qui habite à tel endroit, tiens, tu m'invites. Donc, j'ai passé très vite, très tôt, des vacances des vacances ou des séjours à l'étranger, toute seule. Par la force des choses. Enfin, c'était une volonté et j'avais des parents qui m'y encourageaient. J'ai été travailler à l'étranger tôt aussi. Ouais. Et à l'époque de mon école, tous les étés, les vacances, j'ai vadrouillé beaucoup. Et puis ça a été après le début des études. J'ai continué sur cette lancée-là et j'ai commencé à travailler là-dedans d'abord pendant longtemps. Pendant longtemps. Donc là, quand tu termines ces études-là, tu occupes quel poste par la suite? Le premier poste, je faisais du yield management. J'étais analyste yield management et le yield, c'est l'optimisation du remplissage, notamment des avions et des hôtels chez les tours opérateurs. D'accord, ok. Donc oui, pas forcément pour l'instant de rapport direct avec ton activité d'aujourd'hui. Pas de rapport direct, mais c'est quand même déjà très lié à l'organisation et à l'optimisation déjà à cette époque-là. D'accord. C'est moi qui ai la grêle maintenant. Déjà beaucoup parce que oui, c'était déjà de l'optimisation. Alors là, c'était du remplissage d'espace aérien ou hôtelier. Mais déjà, c'était optimisé. On était déjà dedans. Et puis après ma première expérience derrière, quand j'ai eu mon premier CDI, c'était d'organiser des voyages chez un tour opérateur. J'étais chef de produit. Et là, pour le coup, l'organisation était capitale. J'étais sur des destinations à fort volume d'hôtels, à fort volume de passagers. Ouais. Donc là, la notion organisation, et à l'époque, sans tous les outils d'aujourd'hui, sans toute l'optimisation aujourd'hui qu'on a techniquement. Donc là, non, pour pouvoir gérer, il fallait vraiment être organisé et ça m'a donné des. Et par la suite, alors toi, tu as été formé par la suite auprès d'un cabinet. Donc à partir de quel moment dans ta carrière professionnelle qui démarre, tu fais le lien avec ta passion qui a toujours été l'organisation et le rangement et que tu décides de suivre cette voie-là définitivement? C'est beaucoup plus tardif. Ouais. Beaucoup plus tardif. Entre 2010 où j'ai arrêté de travailler dans le tourisme et 2020 où j'ai commencé à travailler en tant que Wander Organizer, effectivement il y a 10 ans, il y a une pause congé parental. On était parisiens avec 3 garçons qui sont arrivés rapprochés, dont des jumeaux, pas longtemps après le premier, dans un petit appartement parisien. Et puis qui sont arrivés grands prématurés, donc pas hyper en forme, et la recommandation était très forte que maman s'occupe des enfants parce qu'ils n'étaient pas censés aller en mode de garde en collectivité. Voilà. Ouais. Donc pause de 4 ans et puis reprise d'études pour du e-marketing et du e-commerce, parce qu'à l'époque où moi j'avais arrêté, c'était 2010, c'était l'avènement de toutes les plateformes de réservation en ligne et tout ça. Sauf que c'est au moment où moi l'entreprise avait fermé. Et puis de là, je me suis formée à ça. J'ai été responsable marketing com dans une start-up. Ensuite, je voulais absolument tendre vers. Alors, j'étais pas encore décidée sur
le fait de faire du conseil en organisation. Par contre, ce que j'étais sûre, c'est que je voulais accompagner l'humain et que je voulais former. Ouais, tu as toujours eu cette fibre formatrice du coup. Et j'ai toujours eu ça. Je l'avais déjà dans ce tout premier poste, je l'ai eu ensuite tout le long. Et donc, je suis devenue formatrice après pendant un peu plus de 2 ans. Et c'est pendant que j'étais formatrice que j'ai su qu'en fait, l'organisation, le rangement, ça pouvait être un métier. Et que ce métier-là, en fait, c'était le métier qui me correspondait vraiment. C'était moi, quoi. Et que tu pouvais allier du coup l'aspect formation à ta passion toujours d'être de l'organisation et du rangement, que tu pouvais allier les deux. De l'organisation, c'est ça, de l'organisation et du rangement. Et je fais depuis très longtemps beaucoup d'associatifs, donc très engagée au niveau associatif. Et c'était déjà dans la parentalité, dans l'accompagnement, enfin, tout est lié. Ça faisait longtemps, sauf que, et puis ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà pour l'entourage, sans savoir qu'en fait, ça pouvait devenir un métier. Ouais, d'accord. Ouais, t'en as fait, mais t'as tout allié et tous les chemins que t'as eu professionnellement se sont liés pour te remettre sur ce poste-là actuel, enfin sur ce métier que tu fais actuellement. Totalement. Tout est, en fait, avec le recul, tout est logique. Et tout fait qu'aujourd'hui, je peux proposer ce que je propose et je suis d'autant meilleure dans mon métier que en fait, oui, toutes ces briques-là, je les ai mis les unes sur les autres, quoi. Et donc là, tout ça, donc quand tu décides de te lancer là-dedans, tu te formes? Je me forme, donc là, il y a maintenant 2 ans. Je me forme auprès du cabinet Temps Équilibre, qui est en fait la première professionnelle de l'organisation qui se soit vraiment lancée en France. C'était Diane Ballona-Roland. Et je me suis formée auprès d'elle. Parce que c'est un métier en émergence, c'est un métier qui surprend souvent. Et je voulais pouvoir asseoir ou valider ma pratique sur alors des connaissances, j'en avais beaucoup, mais sur une manière de procéder, sur des process, sur voilà, qui soient plus, pas plus formels, mais oui, plus encadrés. Ouais, plus voilà. D'accord. Ce qui a fait mon choix de me former à ce moment-là, donc il y a 2 ans. Et là, tu te formes pendant combien de temps dans tout ça? La formation était de septembre à février. Septembre à février, ok. Et là, donc maintenant, là, au moment où on se parle au 22 mai, toi tu as ton propre cabinet en rangement et en organisation. Oui. Comment tu as fait le lien, toi, juste après la formation, pour créer ton propre cabinet? Ça se passe comment, très basiquement? Très basiquement, la formation que j'ai faite nous formait sur le métier et nous formait aussi sur l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, j'ai un parcours avec l'école de commerce, avec des années en entreprise, après avoir travaillé en start-up. Enfin, le monde de l'entreprise, je connais, le monde de la création d'entreprise, enfin, ce qui correspond, je le connais. Après, évidemment, je n'avais jamais créé moi, le fait d'aller s'inscrire, de déposer, de rechercher son code APE et tout ça, oui, non, je ne l'avais pas fait jusque-là. Mais j'avais déjà de solides bases sur ce sujet-là. Et après, ça s'est fait naturellement. J'ai fini en février et j'ai été immatriculée au 1er avril. Ah oui, donc c'est allé très vite par la suite. Ouais, c'est ça. Puis j'avais j'avais le nom déjà en fin de formation. Enfin, c'était déjà assez clair. Et le nom, parlons-en. C'est vrai que j'avais pas préparé la question, mais c'est vrai que le nom, donc toi tu es Marie Vegas, mais alias Wonder Organizer pour le coup. Ouais. Le nom, est-ce que tu peux nous en parler parce que ça fait référence au super-héros? Super-héros. Comment tu l'as choisi? Comment ça t'est venu cette idée? Cette idée-là, ça m'est venu. J'ai 3 garçons, 3 enfants. J'en ai un 4e grand garçon avec qui je suis mariée, qui aime bien aussi ce monde-là. Et effectivement, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. J'ai toujours été maman et fait de l'associatif, et fait du sport et travaillé. Donc les enfants, ils m'ont toujours vu. C'était super. Alors, c'était super maman, et par la force des choses, maman, elle est toujours organisée, elle s'en sort toujours pour tout faire, et elle est cool, quoi.
et quand la question s'est posée du nom, je me suis dit, et je ne voyais pas d'autre solution. En fait, quand je l'ai eu en tête, je me suis dit, c'est pas possible que je ne voyais pas autre chose. C'était Wonder Organizer, la petite super-héroïne du rangement, mais c'est pas tant pour mettre en valeur mes super-pouvoirs à moi, parce que j'ai pas cet ego-là, ça va. Mais par contre, c'est pour surtout, c'est dans le sens faire se développer les super-pouvoirs que mes clients ont et sur lesquels ils ont souvent, ils se pensent ou ils ont la conviction, soit d'être bordélique, soit d'être forcément désorganisé, soit de jamais y arriver, et qu'en fait, non, parce qu'avec des outils, avec des méthodes, avec un accompagnement, tout le monde, même la personne qui procrastine tout le temps, va trouver des solutions pour s'améliorer en fait. Et tout le monde, ça vient clairement des super-héros, oui. Tout le monde devient Wonder Organizer. C'est pas simplement ton nom à toi, ton alias, c'est tout le monde devient Wonder Organizer. C'est ça. C'est vraiment pas... je pense que parfois, je me dis, ça peut peut-être prêter à confusion pour certaines personnes de dire, voilà, c'est elle la super-héroïne. Non, c'est vos super-pouvoirs à vous, quoi. Moi, effectivement, j'ai des compétences, oui, indéniablement, pour vous aider là-dessus. Mais c'est surtout que j'ai envie de vous les transmettre à vous pour que demain, vous soyez vous aussi super organisé si c'est ce que vous voulez, mais que vous soyez à moitié super organisé si c'est ce que vous voulez aussi, quoi. Et alors là, on en a parlé au tout début de l'interview, donc tu fournis ton aide aux particuliers, aux professionnels, et j'ai noté à des ateliers aussi, tu fais des ateliers. Au niveau de l'aide aux particuliers et des professionnels, comment ça se passe, les différentes étapes d'accompagnement? Est-ce que les gens, alors je ne sais pas comment ça se passe dans un premier temps, je ne suis pas allé jusque-là dans mes recherches parce que je voulais que tu nous expliques comment tu travailles. Je vais t'expliquer. De comment ça se passe. Est-ce que c'est toi qui prends le contact? C'est les gens qui te connaissent par le biais de quelqu'un? Comment ça s'organise et comment se passent les différentes étapes d'accompagnement? Alors, comment je rencontre mes clients? Aujourd'hui, j'ai des clients qui arrivent par les réseaux sociaux. Ça vient une partie, même plutôt importante par les réseaux sociaux. Il y a une partie de bouche à oreille, indéniablement. Il y a une partie, je suis quelqu'un qui réseaute beaucoup, mais pas dans le sens, qui va aller beaucoup à la rencontre d'autres entrepreneurs, je rencontre pas mal de monde et puis je me mets en lien aussi avec d'autres entrepreneurs où nos parcours, où nos compétences se recroisent ou sont complémentaires. Et en fait, par la force des choses, ça peut être par des partenariats avec d'autres. Tiens, mon client il a besoin de moi, mais aussi de toi là-dessus. Donc c'est vraiment les trois. Je prospecte pas. Là, ma première année, j'ai encore pas eu tellement besoin de prospecter. Et pourtant, je suis occupée. Je suis bien occupée. T'es bien occupée. Mais tu te trouves quand même le temps pour une interview, donc ça c'est bien. Je te remercie pour ça d'avance. Donc tes différentes étapes d'accompagnement, je les nomme et puis tu pourras revenir dessus par la suite en détail. Donc tu commences par une prise de contact, il y a une visite et un diagnostic qui est posé, le passage à l'action et j'aime bien aimer la dernière étape, c'est la prise d'envol. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement chacune de ces étapes-là? Oui, chacune de ces étapes-là. En fait, la première étape, c'est systématiquement un premier contact. En général, même si c'est par les réseaux sociaux, il y a toujours un appel téléphonique et on va passer en général autour d'une demi-heure à échanger. Et au moment de cet échange-là, ça me permet d'identifier les problématiques de la personne, ce que potentiellement je peux penser lui apporter, et puis ses objectifs. Effectivement, en organisation, demain tu peux devenir toi minimaliste, mais tu peux vouloir désencombrer uniquement parce que tu veux retrouver des espaces un peu allégés, un peu agréables, sans forcément vouloir ne plus rien avoir chez toi. Il faut que tu comprennes la raison de la demande. Oui, voilà. Et puis là, c'est sur du rangement, mais quand j'accompagne sur de l'accompagnement d'un dirigeant, par exemple, c'est une personne qui c'est tout autrement. C'est effectivement une personne qui veut alléger son quotidien, qui veut peut-être vouloir se dédier du temps à autre chose que
que son business, ou alors qui veut développer son business, mais qui n'a pas le temps parce qu'il est juste dans l'opérationnel, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, c'est un entretien téléphonique. Ensuite, systématiquement, il y a effectivement cette phase de visite conseil, visite diagnostic, qui là va durer 1h30, 2 heures, où là on va aller beaucoup plus dans le détail pour que je puisse moi, alors si c'est un logement, effectivement faire le tour du logement, me rendre compte des problématiques effectivement en live de la personne et de pouvoir estimer derrière, d'accord, ta maison, je pense que on doit y passer tel temps de temps, et puis pouvoir proposer un devis derrière. Si c'est avec les professionnels, et de la même manière faire un état des lieux bien plus approfondi de ok, qu'est-ce qui pose problème, peut-être regarder les outils qu'ils utilisent, regarder si en fait il n'y a pas avec les boîtes mail, avec le disque dur, est-ce que c'est juste un problème d'agenda, est-ce que voilà, où se situe le problème d'organisation. Si c'est je fais de l'accompagnement au quotidien familial, c'est d'échanger avec les parents qui alors souvent c'est les mamans qui m'appellent, mais qui ont du mal à concilier vie pro, vie perso et les courses et l'organisation des enfants et comment je fais pour tout concilier. Donc c'est aussi ça. Donc ça c'est cette visite-là qui est 1h30, 2 heures. À l'issue de ça, j'ai de quoi proposer un devis et je propose un compte rendu de cette visite-là qui après découle ou pas sur une prestation. Pour l'instant ça n'a toujours été le cas, mais donc et puis derrière ça va être un accompagnement. Alors le minimum que j'ai fait pour l'instant c'est systématiquement par demi-journée. D'accord. C'est par demi-journée, par journée, et puis des accompagnements. J'ai pu faire une demi-journée ou une journée, mais en général, c'est du récurrent sur 3, 4, 5 séances selon la problématique de la personne, pour traiter, pour trouver des solutions qui lui correspondent. Et puis si c'est dans le rangement d'une maison, j'imagine que tu le sais aussi avec des enfants, une famille, ranger ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, donc voilà, et puis c'est vraiment et puis mon accompagnement c'est aussi de faire vraiment du sur-mesure pour que ta problématique à toi dans ton fonctionnement familial, c'est pas la problématique, ma problématique à moi, c'est pas la problématique de ton voisin, chacun est vraiment différent, et du coup c'est de trouver des solutions pour que ce soit, moi mes clients alors il y a justement je vais terminer avec la prise en vol. La prise en vol c'est de les revoir quelques semaines, en général 2-3 semaines après la dernière séance, et de savoir où ils en sont, et de savoir comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce qu'il y a besoin d'une petite clé en plus, parce qu'en fait, ça marche, mais par contre, je me rends compte que là-dessus, en fait, j'ai besoin encore un petit peu d'aide. Et puis moi, le but, c'est, je leur dis souvent, moi je veux bien vous revoir, mais je préfère vous revoir autour d'un café que de vous revoir, parce qu'en fait on n'a pas réussi à vous trouver des astuces, des méthodos, de mettre en place des choses qui sont pérennes, quoi. Moi je suis ravie de revoir mes clients, et au contraire, et puis j'ai un travail avec lequel je vais dans l'intimité des gens, donc forcément il y a un lien forcément qui se crée. Oui, il y a un lien quand même important, c'est très intime. Je vais chez les gens, je vais dans leurs vêtements, je vais dans leurs papiers, c'est hyper, et donc forcément après je suis ravie de garder un lien de qualité, quoi, aussi avec les personnes que j'accompagne. Et ton leitmotiv, et une phrase que j'ai bien aimée aussi dans ta présentation, c'est que tout ça, toutes les étapes et la finalisation de ces étapes-là, c'est le moyen d'obtenir plus de temps pour ce qui compte vraiment. Et alors, je vais faire un parallèle en te demandant dans un premier temps ce qui compte vraiment pour les gens qui te demandent ça. Qu'est-ce qui dans le ressenti, dans ce qu'ils t'en expliquent, qu'est-ce qui compte vraiment à leurs yeux quand ils te contactent, du coup? Est-ce que je suis assez clair? Le temps revient souvent. Le temps est un sujet récurrent, et le temps, mais c'est le temps qu'on va passer
dans une maison encombrée à trouver ses affaires. C'est le temps qu'on va passer à faire le ménage. Mais c'est le temps qu'on va gagner en optimisant un quotidien professionnel. C'est ce qui compte vraiment, c'est du temps pour les copains. C'est du temps pour la famille, pour prendre le temps de se dire, tiens, ce soir, au lieu de me dire je me remets au boulot, c'est du temps pour ma famille et je rentre plus tôt parce que je réussis à mieux optimiser ma journée. Et souvent, c'est le temps. Du temps, ils économisent de l'argent, ils sont mieux, moins stressés. Donc, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est le temps. Enfin, c'est le temps qui permet tout ce qu'on va pouvoir en profiter finalement quand même. Et dans les espaces, le fait d'être juste apaisé et que quand il y en a moins chez soi, on est plus cool, quoi. On est plus reposé, on est plus détendu. Et alors, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une question qui m'est venue tout de suite quand tu as commencé à me contacter pour parler de ton projet, de ton activité. C'est que toi, tu organises, tu aides les différentes personnes à organiser au mieux leur quotidien concernant suite à leurs demandes. Mais après, toi, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ton quotidien à toi s'organise hors de ton travail. Est-ce que pour le coup, toi, tu arrives à déléguer le rangement et l'organisation chez toi ou cette passion-là et ce métier te poursuit jusqu'à chez toi? Alors, notre intérieur est allégé. Ouais. Donc, par la force des choses, est organisé parce que aussi il est allégé. Ouais. Et après, ce que je préconise aux gens, je l'applique quand même chez moi. Et la distribution des tâches, je suis la seule fille à la maison. Et bien le but, c'est même pas le but, c'est le fonctionnement de la maison, c'est qu'effectivement chacun met la main à la pâte. Le rangement, alors si on parle des chambres des enfants, le rangement il est facile à faire parce que, alors j'ai des enfants qui vivent, j'ai une maison qui vit, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, quand j'en ai un là, à l'instant T, j'en ai un qui est passionné de Lego, il y a des Lego plein la chambre, demain on a des amis. Ouais. Bon, mais je sais que je peux lui dire que demain à 11h45 tu ranges ta chambre parce qu'en fait vu que c'est logique là où ça doit être rangé et que c'est catégorisé, il va ranger rapidement. Et donc oui, on est organisé, oui, les espaces sont organisés à la maison. Mon quotidien l'est et j'optimise mon quotidien parce que ce soir j'ai envie d'aller prendre un pot avec mes copains et que j'ai aussi envie que ma maison elle soit prête pour les amis que j'ai demain. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, j'optimise. Ce matin, j'avais plusieurs courses à faire et j'avais des enfants à emmener. Et j'avais hier réfléchi à mon parcours idéal potentiel pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Alors j'ai une très grosse semaine, j'étais en déplacement. Ouais. Je suis arrivée à midi pour manger. Tout était fait, c'était plié. Je pouvais échanger avec toi maintenant et cet après-midi être tranquille et ce soir aller avec mes amis, quoi. Ouais. Ok. Et oui, à la maison. Et puis on en a une organisation. Monsieur Vegas participe aux tâches de notre intérieur. Très bien, c'est bien. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Et les enfants savent passer un aspirateur. Enfin, voilà. Tu vois, c'est sans que ce soit militaire, quoi. D'accord. Et alors, dans les petites questions que j'avais notées aussi, là comme ça, si tu avais 2 ou 3 conseils, tout simples, simplement des conseils pour nous aider à mieux nous organiser, très brièvement, sans connaître forcément la situation, tu as 2 ou 3 conseils à promulguer là tout de suite sur le vif, tu penses à quoi dans un premier temps? Le premier, c'est alléger vos espaces ou alléger votre quotidien et ne garder uniquement que ce qui est important pour vous. Ouais. Déjà, si tu fais ça chez toi ou dans ta journée ou dans ton organisation pro, si tu priorises ce qui est important pour toi et que tu laisses de côté et t'allèges de ce qui ne l'est pas, premier conseil, alléger, c'est par de la force des choses, mieux s'organiser. Et si j'en ai un deuxième sur
l'organisation des espaces, souvent je dis une petite phrase qui est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est de catégoriser dans son intérieur les objets et qu'on sait que les piles elles sont à cet endroit-là ou que comme on a un tiroir à couverts, bon bah on sait que les couverts on va les chercher à cet endroit-là et on les range à cet endroit-là. Bah, c'est pareil dans toute la maison, sauf qu'on n'a pas toujours le réflexe de le faire dans toute la maison. Et que si chaque chose a sa place et qu'une place pour chaque chose, bah sincèrement c'est bien plus facile. D'accord. Ben écoute, déjà ces conseils-là, pour les auditeurs qui vont écouter, si vous avez besoin et que vous avez besoin déjà de réaliser ça et que vous avez besoin de vous sentir un peu plus allégé chez vous, déjà ces 2 petits conseils-là, ça va aider chacun. J'avais noté aussi que tes prestations, tu essayes de les développer autour de l'éco-responsabilité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet-là? Ouais. Mes prestations, je les veux éco-responsables et puis j'agis de manière éco-responsable sur plusieurs facettes. La première facette, c'est que en organisation des espaces, quand on désencombre à l'intérieur, je ne le désencombre pas au bénéfice d'aller le mettre à la déchetterie, à la décharge et que ça n'ait pas de deuxième vie. Moi, je tisse un réseau important maintenant en Sarthe d'acteurs de l'économie circulaire et du don ou des associations qui ont des besoins pour que systématiquement qu'on désencombre de chez mes clients et une deuxième vie et une belle deuxième vie autre part. Et ne va à la déchetterie que réellement du déchet. Souvent c'est dans les garages qu'on a des choses qui vont à la déchetterie où vraiment là, c'est impossible que cette matière-là, cette substance-là, elle ait une deuxième vie et quand bien même elle en aurait pas, elle va être au mieux recyclée quoi. Mais le fait de jeter, mais absolument pas et ça se veut, c'est pas désencombré pour aller mettre dans une décharge. D'accord. Le deuxième point, c'est que j'accompagne sur le fait que les personnes réfléchissent à leur consommation. Donc consommer, quand tu t'allèges et que tu sais mieux ce que tu as chez toi, tu as mieux conscience de ce que tu possèdes, donc tu vas être moins tenté de racheter quelque chose que tu as déjà à la maison. Et donc sur la consommation, sur de la sobriété, parce qu'évidemment quand on désencombre aussi chez soi, il y a une question de sobriété, de se dire est-ce que j'ai besoin, si j'ai désencombré mon dressing, est-ce que j'ai besoin de me racheter, est-ce que j'ai besoin d'aller au solde et de me racheter 10 vêtements et 10 vêtements de la fast fashion par exemple? Non. Donc ça je suis orientée là-dessus. Je suis actuellement je suis partie d'une opération, on est plusieurs hommes organisers là en ce moment, professionnels d'organisation, sur une grosse opération qui a été lancée par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique. Et c'est pour ça que j'étais en déplacement beaucoup cette semaine, où on est sur un projet où l'ADEME a commandité une étude. Donc je travaille avec des chercheurs, des chercheuses, et puis tous des acteurs de l'économie solidaire, une grosse opération. Et dans le cadre de cette opération-là, on accompagne des foyers sur le désencombrement de leur intérieur, sur les deuxièmes vies de leurs objets et sur effectivement tendre vers une consommation qui tend vers le responsable. D'accord. Vers l'éco-responsabilité. Et donc oui, c'est très très présent et sur l'aspect deuxième vie des objets et sur l'aspect consommation, sa manière de consommer. Et puis le troisième plan, c'est sur les produits qu'ils vont utiliser, sur les produits d'hygiène qu'on va utiliser, sur la manière d'acheter. Je reviens juste avant l'interview d'un magasin de vrac. Donc de consommer aussi, c'est consommer différemment, mais quand on consomme les vêtements, et puis consommer, tout ce qui est les consommables, la nourriture, les produits de soins du corps et compagnie, de les faire évoluer là-dessus. Pour que là aussi, on soit plus éco-responsable. Et ça, je le veux, c'est très, 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 très rare que
enfin chez les particuliers, il y a clairement une demande de mes clients de ce côté-là. Hein. Je pense qu'ils viennent aussi me chercher parce que j'ai cette démarche-là. Les professionnels qui viennent pour l'organisation professionnelle, souvent sont viennent moins me chercher sur ce côté-là, parce que c'est sur l'organisation professionnelle, mais je vais les sensibiliser aussi. Numériquement, il y a plein de choses qui se passent dans nos boîtes mail et compagnie aussi, sur leur impression de papier, sur plein de choses. Donc ça aussi, c'est une partie très importante et très centrale de mes accompagnements. Et tu développes tout ça, ton activité elle évolue au jour le jour et tu t'adaptes et tu prends aussi en considération tous ces aspects-là pour améliorer aussi ton offre, j'imagine. Ah ouais, ah oui, mon offre elle évolue et puis j'en apprends de plus en plus. Cette opération-là de l'ADEME nous fait faire aussi un bond énorme de connaissances là-dessus, et puis les résultats de l'étude permettront aussi d'avoir des infos, et puis que l'ADEME puisse mettre qu'à grande échelle on puisse mettre en place des choses, parce qu'ils prennent conscience que par les études qu'on fait là en ce moment auprès des foyers, moi j'accompagne 4 foyers, et voilà, les études de consommation c'est ça, on garde tant d'objets, on a tant de jeans, tant de t-shirts, c'est hyper important, et pour moi c'est d'abord pour ça que j'accompagne aussi. Alors, dernière question par rapport aux professionnels, après on passera aux dernières questions qui sont plus légères. Quand je pose à chacun des invités la question de savoir s'ils souhaitent parler d'un sujet d'actualité, tu as voulu toi parler de la charge mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? La charge mentale, oui. Parce que la charge mentale, souvent, alors là ça s'est un petit peu calmé, mais il y a quelques mois, il y avait une BD d'une illustratrice qui s'appelle Emma, qui avait fait pas mal de bruit autour de la charge mentale des femmes. Et c'est vrai que la charge mentale, pour moi, c'est un vrai sujet d'actualité, et c'est un vrai sujet que j'accompagne. La charge mentale, c'est effectivement le fait que souvent les femmes, mais je ne tape pas du tout sur les hommes, et j'ai un homme qui m'aide à la maison, et on est beaucoup à avoir des hommes très, très, très présents dans notre organisation. Mais c'est vrai que la charge mentale qui repose sur les épaules des femmes, dans l'éducation des enfants, dans la logistique de la maison, dans le ménage, dans le fait d'assurer une vie professionnelle, dans le fait, souvent, les associations, oui, c'est aussi souvent des femmes. Tout ça, cette charge mentale qui est très importante, c'est un sujet d'actualité, et je pense que les mouvements aussi féministes se font entendre aussi du fait de tout ça, et c'est quelque chose que par les accompagnements que je fais, j'allège la charge mentale. On trouve comment alléger pour ces femmes-là la charge mentale au quotidien, et c'est un vrai sujet c'est clair, c'est tellement un sujet de société aujourd'hui, que je suis contente de pouvoir me dire qu'il y a des mamans ou des papas qui vont pouvoir être un peu plus heureux et moins proches d'un burn-out, parce qu'on a mis en place plein de choses avec eux pour qu'on n'ait plus arriver à ce sentiment-là où c'est juste que c'est too much, quoi. Alors pour terminer sur des questions un peu plus légères que je pose à chacun des invités, la première qui est un peu large, et que j'aime bien poser aussi, c'est comment tu imagines ton avenir proche et lointain. Maintenant que ça fait un peu plus d'1 an, c'est ça que tu es en auto-entrepreneuriat, comment tu t'imagines ton avenir proche et lointain, que ce soit professionnellement ou personnellement? Mon avenir proche, professionnellement, c'est de continuer à développer Wonder Organizer. J'ai plein d'idées de prestations à développer, d'offres à développer, de partenariats à développer, parce que pour l'instant je suis bien occupée, je peux pas prendre le temps de rencontrer toutes les personnes que j'ai en tête. Mais là, de manière proche et à la rentrée, il y a vraiment j'ai des bons projets. Je voudrais aussi me développer de manière à plus long terme. Alors ça va commencer prochainement, mais c'est sur du plus long terme, de me développer dans l'accompagnement et dans des formations à distance. Ah oui. De proposer des prestations aussi
aussi à distance. Moi, j'adore ne faire que du à distance. Je ne pense pas que ce n'est pas mon souhait parce qu'il y a vraiment la dimension humaine, rencontre humaine, passer du temps avec la personne. C'est important. J'adore. Tu vois, notre interview, on serait l'un en face de l'autre, je serais aussi ravie devant un café. Ah bah oui, c'est clair, ça c'est sûr. Le contact humain, il y a quand même la visio, le numérique c'est bien, mais bon, c'est quand même chouette de se rencontrer. Je pense que cette année, on l'a bien compris. Oui, c'est sûr. Donc, mais je sais aussi que les offres à distance, c'est pas, par exemple, moi dans ma tarification à distance n'est pas la même que ma tarification en présentiel non plus, et qu'il y a des personnes qui vont être plus à même d'aller souhaiter, et peut-être plus autonomes, d'aller souhaiter des compétences, à acquérir des compétences par le numérique plutôt que par le présentiel. Donc là, il y a vraiment, moi aussi, là-dessus, dans le plus long terme, il y a développé Wonder Organizer en plus de numérique. Ok. Et alors, si on a bien compris au début de l'interview que tu avais réalisé un rêve d'enfant, et est-ce que maintenant, dans ton présent et dans ta vision de l'avenir, il y a un rêve que tu souhaites, un nouveau rêve que tu souhaites par-dessus tout réaliser? Le rêve que je souhaite réaliser, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, beaucoup. J'ai eu de la chance de voyager très tôt et puis de faire des super destinations. Le rêve, c'est de continuer, alors de manière sans doute plus éco-responsable que ce que je ne le faisais à une époque par rapport au fait de voyager en avion, par rapport à tout ça. Mais le fait de voyager en famille, de faire découvrir à mes enfants, que ce soit, peu importe le moyen de transport, mais de continuer à faire découvrir et de faire découvrir certaines destinations à mes enfants, c'est un rêve très tangible. En plus, sauf en période de Covid, c'est un rêve très tangible. Mais c'est un idéal, en tout cas que je veux pour moi, pour mon avenir, et j'espère que mes enfants porteront aussi ce goût-là de la découverte, d'échange avec les autres, avec les autres cultures. Et puis s'il reste un rêve à côté, c'est quand même que tous les petits qu'on fait, tous ceux qui sommes dans cette démarche d'accompagner vers l'éco-responsabilité, que ça porte ses fruits et que qu'on fasse attention et qu'il y a un réel impact. Je sais que on est tous plein de petites gouttes, et j'espère que toutes nos petites gouttes, toutes nos actions, tout ce que tous on peut faire, qu'agissons au quotidien, s'il vous plaît, que les choses changent, que la société évolue, pour que les consommations évoluent, pour que demain on offre une meilleure planète à nos enfants, quoi. Tout à fait. S'il y avait là, imaginons que toi ou moi, on ait le pouvoir, nous deux, de claquer les doigts et que le Covid disparaisse du jour au lendemain. S'il y avait quelque chose là, tout de suite, maintenant que c'est terminé, que tu souhaites réaliser, quelque chose que tu souhaites faire tout de suite, si le Covid est éradiqué. Je n'avais pas préparé ta question, mais j'ai pas fêté mes 40 ans l'année dernière parce que j'avais prévu des fêtes, des chouilles. Je suis née en février, j'avais prévu que ça commence au mois d'avril, de réunir de manière un peu régulière, parce qu'on a pas mal d'amis qui viennent de pas mal d'endroits différents, de manière régulière sur des week-ends. Bon, c'est tombé à l'eau. Là, demain, oui, de me dire que je peux réunir mes amis pour fêter, alors c'est très égoïste, mais que je peux réunir mes amis et fêter mes 41 ans, et que c'est possible, et que personne ne s'inquiète de se dire qu'on va se transmettre quelque chose qui va faire qu'on va... Moi, j'ai été positive au Covid et j'ai eu des symptômes. Si je pouvais être sûre, là, moi, je peux plus le... Enfin, voilà, moi, maintenant, je peux pas embêter les autres avec... Mais par contre, de me dire que personne ne va avoir d'état d'âme, ça, ce serait chouette, quoi. C'est surtout ça, en fait. Et là, tout le monde est content de se revoir, n'empêche qu'on a encore la pensée dans la tête de se dire et si. Et cette sensation-là, elle est juste... j'aime humainement le fait de se dire, tiens... oui, c'est sûr, en vision, on va pas
va pas se choper le Covid, mais c'est Ouais. pourri, quoi. Pas drôle. C'est sûr, ça manque. Donc, Ouais. mais ouais, mes 40 ans, c'est un claquement de doigts, là, ouais, pas mal. Il y a une dernière question, une question plus légère que je pose aussi à chacun des invités. Parce que je me la pose souvent et à chaque fois ça change de personne. Donc j'aime bien la poser à chacun des invités. Si tu avais une heure pour t'asseoir autour d'un café ou d'une bière ou d'un bon repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui fait partie de ton quotidien, ça serait qui pour toi? Si je devais m'asseoir avec quelqu'un, je pense que j'aimerais bien m'asseoir avec des gens comme Pierre Rabhi. Comme? La personne, ah mais ça va pas me revenir tout de suite, le nom me sort de la tête, qui justement qui écrivent et pas qui théorise, mais Pierre Rabhi qui réfléchit sur effectivement nos modes de consommation, nos réflexions et des personnes qui ont réfléchi qui ont des démarches de réflexion en profondeur là-dessus. Là demain et par rapport à tout ce que je peux mettre en place ou réfléchir ou cogiter, j'adorerais. Très bien, très bien. Bah, je pense qu'on a été assez complet, Marie. À ton avis, ça fait combien de temps sans t'en regarder ton téléphone, ça fait combien de temps qu'on a commencé l'interview? À mon avis, 3/4 d'heure. Ouais, on y est. Ça fait 46 minutes que j'ai commencé à appuyer sur le bouton. Ça fait déjà pas mal de choses qu'on a évoquées ensemble. Je te remercie de nouveau d'avoir souhaité dans un premier temps qu'on parle de ton parcours et de ton activité, mais aussi d'avoir été disponible pour que cette interview puisse se réaliser. On peut te joindre du coup sur la plateforme principale pour te joindre. En tout cas, moi que je connais, c'est les réseaux sociaux. Donc Oui, c'est les réseaux sociaux. Voilà, Wonder Instagram, Organizer, où il y a tous les liens Facebook. pour te joindre. Ouais. Et Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà. et puis j'ai un site web. Tout ça se retrouve sur ta page Instagram par exemple, où on peut retrouver tout ce qui fait ton activité. Je voulais te remercier donc pour ce 13e épisode qu'on a pu mettre en place. 13e épisode et encore 13 épisodes, ce n'est que le début. C'est un chiffre qui, je suis sûr, va continuer pour moi à porter chance. C'est clair. Et du coup, voilà, le projet continue à évoluer dans sa globalité avec un rythme d'une interview toutes les 2 semaines, qui est un peu plus simple pour moi pour caler tout ça et travailler sur des trames avec les invités et pousser un petit peu plus loin les réflexions sur les interviews. Et puis bah voilà, continuez si ce concept et si ce projet vous plaît, à en parler autour de vous, à partager, à commenter. Et à me donner votre avis surtout sur tout ça. Le podcast reste disponible du coup directement sur Instagram et Facebook pour en suivre l'actualité, et puis sur YouTube et Spotify notamment, mais pas mal d'autres plateformes de podcasts qui sont présentes en description et sur les réseaux sociaux. Voilà, le podcast va continuer à bien évoluer. On va beaucoup parler du podcast dans peu de temps parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté et que j'ai contacté pour en parler. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont sortir sur le sujet. Il se pourrait que vous entendiez ma voix et celle des invités pendant encore quelques temps sur pas mal de plateformes différentes. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Mais en tout cas voilà, le projet il continue, et avant l'épisode 14, je tenais à te remercier de nouveau Marie pour cette interview. Et puis bah, pour chacun, on va se dire à très vite. À bientôt Marie. À très vite, et merci beaucoup d'avoir répondu à ma proposition. Et bah pas de souci, c'est avec plaisir, et cette interview du coup sera en ligne dès lundi 24 mai à 16h sur les différentes plateformes habituelles. Merci à toi. Merci.